Bonjour Marc Lermite, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler de l'attractivité de la France car vous venez de sortir le baromètre annuel EY de l'attractivité avec plutôt de bonnes nouvelles pour notre pays. On va en parler, vous retrouverez le lien du document dans la description de la vidéo. Marc, vous êtes associé chez EY, responsable au plan mondial du conseil des activités liées à la compétitivité et à l'attractivité. Vous êtes un expert reconnu du secteur public avec lequel vous travaillez sur les problématiques liées à la stratégie et à la prospective, au développement économique et à l'innovation, à la transformation des territoires par l'aménagement et les infrastructures. Vous conseillez aussi des entreprises dans leur choix d'implantation dans le monde. Enfin, vous pilotez les activités du Geostrategic Business Group qui analyse la situation géopolitique et ses conséquences sur les entreprises, l'économie et les territoires. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Première question, depuis 2019, la France est, selon votre baromètre, le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs étrangers. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ? Oui, d'abord Vincent, merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi, je pense que ce que fait le Club France Initiative participe de ce que beaucoup d'entre nous, dans le monde du business, évidemment dans le monde de la culture, dans le monde politique, mais aussi dans le quotidien, beaucoup de citoyens essaient de faire pour positiver ce qui se passe de bien en France, pour ne pas hésiter à critiquer de manière constructive. Donc, ce baromètre, il participe de cet effort d'observer de manière très crue, très lucide, mais aussi de faire des propositions sur quoi ? Sur l'investissement international en France, en Europe et dans le monde. Vous le savez, Vincent, il y a beaucoup d'entreprises à capitaux étrangers, donc nées ailleurs, dont le siège social est ailleurs en France et en Europe. En France, juste pour vous donner un ou deux chiffres, il y en a un peu plus de 15 000. C'est peu, hein, c'est 1% du nombre des entreprises en France, mais elles pèsent très lourd dans notre innovation. 20% de l'innovation privée est faite par ces entreprises internationales et 30% de nos exportations en dépendent. Et elles emploient un peu plus de 2 millions de personnes. Donc, c'est une composante extrêmement internationale, innovante de notre économie. Et c'est vrai que ces entreprises, pendant assez longtemps, peut-être 2-3 décennies, parce que la France s'est un peu oubliée en chemin, a aussi alourdi son coût, n'a pas su expliquer comment elle s'était modernisée. Et puis, on a peut-être un goût de la complexité qui n'est pas forcément bien compris par ceux qui nous découvrent venus d'ailleurs. Donc, pendant quelques années, pendant assez longtemps, la France était descendue assez bas dans les classements d'image et surtout sur la réalité des investissements. Et ça a considérablement changé ces dernières années. Et effectivement, en 2019, et depuis quelques jours, vous le savez, en 2020 également, dans la crise, donc avant la crise et l'année de la crise, la France a retrouvé un rang qui lui sied, c'est-à-dire la première place en nombre d'investissements étrangers accueillis sur son sol, devant le Royaume-Uni, devant l'Allemagne en 2020. Donc, c'est un classement dont on peut être fier. Alors, il est fragile ce classement parce que on le domine d'une très courte tête, de quelques projets, mais la symbolique est forte dans ce monde de marketing territorial où les pays, les régions, les villes font assaut de toutes les entreprises technologiques, industrielles, de services, et puis des talents et des capitaux pour essayer de répondre à ce qui est en ce moment un vrai problème, c'est-à-dire un problème de crise et donc un retour à la croissance, repartir plus vite que les autres. C'est important de pouvoir dire on est premier plutôt qu'on est à la traîne. Alors, il y a encore beaucoup de boulot, Vincent, on ne peut pas se dire que tout est fait. Les raisons pour lesquelles la France a fait ce chemin finalement assez récent, il y a eu une sorte de prise de conscience il y a presque 10 ans. Si le Club France Initiative avait été là il y a 10 ans, je pense qu'il aurait participé de ce que quelques rapports, analyses ont fait, c'est-à-dire un consensus au-delà des échiquiers politiques, un peu partout dans la société pour dire que la France avait un problème d'image et un problème de prix, si je le résume. Et donc, dès 2012-2013, un certain nombre de réflexions pour essayer d'entamer, de lancer des réformes, notamment sur confirmer d'abord le crédit d'impôt-recherche. Et ça reste un fort atout. C'est une des explications pour lesquelles on est monté dans les classements de 3e à 2e à 1er, donc les 2 dernières années. Progressivement, on a essayé de réduire le coût du travail. Ça a été le CICE et maintenant transformé en baisse de charge. Donc, je vous parle de réglementation, de sujets fiscaux, mais c'est ça, la compétitivité coût de la France était très entamée. On a essayé de simplifier notre droit, alors à plein d'égards, mais je pense que très symboliquement pour les entreprises qui nous en faisaient un grand reproche, c'est le droit du travail.
loi travail en 2016 et puis les réformes menées par Muriel Pénicaud, qui d'ailleurs était à la tête de Business France, que vous connaissez bien, quelques années auparavant, quelques mois auparavant, avant de devenir ministre du Travail, et qui donc savait très bien ce que notre droit du travail, la flexibilité du marché du travail, était pour les entreprises étrangères, la difficulté que ces entreprises avaient à convaincre leurs sièges sociaux, les patrons de filiales avaient à convaincre leurs sièges sociaux, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Donc, progressivement, ces éléments, on va dire, de réglementation, de fiscalité, de compétitivité coût et beaucoup d'autres choses ont fait que la France est remontée dans les faveurs, dans les classements, qu'on a pu argumenter un peu plus. Et ça produit des résultats. Alors, résultats, je le disais, qui sont encore un peu fragiles, parce que on a été plus touché par la crise au plan des investissements étrangers que nos principaux concurrents. La baisse en 2020 est un peu plus forte. Donc, il faut faire attention, être vigilant, notamment sur ce cœur industriel qui reste assez vulnérable en France. Il y a tout son tissu de sous-traitance industrielle et de services. Mais il y a aussi de très bonnes nouvelles, et j'en termine par là sur cette première question, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé en France, qu'est-ce que les investisseurs internationaux ont fait malgré la crise. De très bonnes nouvelles dans le secteur de la santé. Alors, c'est pas étonnant parce que le Covid a apporté un surcroît d'implantation, de projets, de fabrication de masques, d'appareils respiratoires, de vaccins. On fabrique beaucoup de vaccins en France. On l'a pas découvert, mais on le fabrique. Et puis, énormément de nouveaux projets qui sont liés à l'explosion du e-commerce. On en parlera sans doute d'un certain nombre d'appétences des consommateurs pour du consommer local, du produire local. Et tout ça dans un certain nombre de secteurs, l'habillement, l'agroalimentaire, la banque en ligne, ça a provoqué beaucoup de nouveaux projets. Voilà, c'est les bonnes nouvelles. Il faut savoir maintenant les consolider. Il y a beaucoup de boulot encore à faire. Mais je pense que cette dynamique-là, ce momentum français, il faut savoir le décrire et puis en parler un peu plus. D'accord, très bien. Alors justement, vous avez commencé un petit peu à en parler. On vit une période de profond bouleversement, des bouleversements géopolitiques, économiques, sociétaux. Il y a des enjeux très forts comme évidemment l'écologie, mais également la révolution numérique. Alors dans ce contexte, quels sont un peu les principaux atouts et faiblesses, je dirais, structurels de la France pour demeurer un acteur de premier plan dans la compétition mondiale? Alors c'est très juste, Vincent. Je crois que moi, je vous parle sous un angle business. Nos clients, l'entourage d'EY, SkyEY d'ailleurs, c'est l'entourage d'entreprises internationales, petites, moyennes et grandes, pas uniquement les grands groupes. Donc, il y a une grande variété de situations de modèles économiques. Qu'est-ce qu'elles disent de façon très unanime, ces entreprises? C'est qu'il y a 3 grands bouleversements qui, aujourd'hui, s'accélèrent et deviennent extrêmement présents dans leur choix d'investissement, dans leur choix d'influence, on va en parler aussi, dans la manière dont elles cherchent à localiser partout dans le monde, aux bons endroits, des centres de recherche, des centres de design, de la production, leurs lieux stratégiques, leurs lieux de décision. C'est de ça dont il faut parler. 3 grands bouleversements. Le premier, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est en fait un bouleversement de technologique dans de multiples dimensions. C'est le bouleversement sur la digitalisation des marchés, mais c'est aussi la pression sur les coûts qui met beaucoup d'automatisation, d'accent sur l'automatisation et la robotisation. C'est aussi ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire on se parle à distance, on se serait peut-être parlé il y a quelques mois ou quelques années, Vincent, face à face. Donc c'est le télétravail, c'est le travail à distance. Il faut remettre énormément de technologie parce que les modes de travail à distance augmentent et donc il faut qu'on puisse qu'on puisse le faire de manière moderne, de manière fluide. Et puis il y a toujours une vraie caractéristique clivante entre les pays et les villes, et les entreprises y font très attention, c'est l'innovation. Donc ça, pour près de la moitié des entreprises dans le monde, c'est la priorité numéro 1. Et pour le reste, c'est pas loin d'être la première priorité, des choix technologiques. Et là, la France doit être au rendez-vous. Elle l'est déjà, pour ce qu'elle est. Elle fait un score formidable sur les centres de recherche et développement. J'ai dit grâce au CIR, mais aussi aux qualités de la science en France. Mais elle doit suivre avec ce mouvement extrêmement profond et très exigeant, avec principalement 2 gros efforts, 2 gros investissements, publics et privés. Celui sur l'infrastructure. Il faut à tout prix que notre infrastructure soit au meilleur niveau si on veut être une des nations qui compte, et notamment une nation d'entrepreneurs innovants. Infrastructure 5G, infrastructure hard, qui permettent de travailler de manière extrêmement rapide, séquencée, avec les meilleurs outils. Et puis, j'aurais peut-être dû commencer par là, les compétences qui sont les compétences de demain.
là aussi, la révolution technologique impose que dès le plus jeune âge, mais aussi pour les professionnels en activité, il y a une remise en forme des compétences, une translation des compétences en mauvais français, on va dire reskilling ou upskilling. Et ça, c'est un enjeu absolument massif, très coûteux. Et ça va être très compliqué de le mener à bien avec les moyens un peu réduits de l'action publique. Donc, il faut que les entreprises soient aussi créatives, fassent leur part. Il faut sans doute aussi les Français, ici et ailleurs, soient très conscients de cet enjeu de se reformer, de rester au contact de ce qui est exigé. Ça, c'est la première transformation. Elle est elle est transversale à tous les secteurs et tous les types d'entreprises. Puis, il y en a une deuxième qui vient très tôt et très vite après, qui s'est accélérée, comme la première qui s'est accélérée à l'aune de l'année 2020, qui a révélé énormément de ruptures, énormément de frictions entre notre mode de vie ou notre mode de faire de l'économie et du business avant et celui de demain. Donc, c'est évidemment la transformation environnementale. Et pour éviter de faire trop vague et trop éthéré sur ce sujet qui est très concret dans nos entreprises, moi, je voudrais insister sur un ou deux points. En fait, la raison pour laquelle ça vient à l'agenda numéro 1 de la plupart des entreprises aujourd'hui, qui aujourd'hui choisissent des pays, des villes et des régions et pourraient choisir la France à travers ce prisme de la transition environnementale, c'est que ça rentre dans les comptes. Donc, quand ça rentre dans les comptes, pour une entreprise, c'est très sérieux. Et puis, il y a une convergence de pression, d'appétence de la part des consommateurs, des citoyens, des collaborateurs. Moi, vous voyez, je suis au management d'une entreprise avec quelques centaines de mes associés dont la moyenne d'âge est un peu moins de 30 ans. Et je peux vous dire que la pression pour dire ce que nous faisons concrètement, pour réduire l'empreinte carbone, pour encourager la mobilité douce, pour travailler sur des nouveaux process qui répondent à ces enjeux climatiques et non seulement rentrent dans nos comptes, mais aussi rentrent un peu, j'allais dire, dans leur cœur. Donc ça, c'est une pression de multiples parts et sans parler des agences de notation, des investisseurs qui en font aujourd'hui un critère de choix, d'investissement. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles choisissent les pays, les continents, les pays et les villes qui vont faciliter cette transformation qui est incroyablement complexe et très coûteuse. Très, très coûteuse et très complexe. C'est pas simple de réduire son empreinte carbone. Bien sûr, on peut acheter de l'équivalent carbone négatif pour devenir neutre, mais la vraie transformation, c'est quand on arrive par ces process, par ces nouvelles façons de travailler, à le faire par soi-même. Et donc, elles choisissent ces entreprises, les pays et les villes qui vont faciliter cette transformation, qui ont déjà fait de la mobilité douce un enjeu numéro 1, qui ont des structures de recyclage, qui ont aussi peut-être en eux et en elles une culture. Et là, ce que nous dit notre enquête, l'enquête la plus récente dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que près de 60% des dirigeants croient que la France peut devenir un leader écologique mondial. Donc, j'insiste sur tous les mots, leader écologique mondial, une grande majorité, près de 60%, nous disent la France a les atouts pour être à la hauteur de ses ambitions, c'est-à-dire les ambitions des accords de Paris. Make our planet great again a été prononcé par un président français, donc c'est pas anodin. Donc, la France, et notamment avec la présidence française de l'Union européenne en premier semestre 2022, peut non pas se montrer plus exemplaire, je crois qu'on aura de leçons à donner à personne, mais en tout cas faire que les règles, la norme, l'incitation et peut-être pas trop de surréglementation soient les plus adaptées à ce que notre économie, nos citoyens ont besoin de faire pour accélérer cette transition environnementale. Et c'est vrai que vous avez posé une dernière question sur les transformations géopolitiques, il y a tellement à dire. Je crois que ça passe par l'Europe d'abord. Il faut se dire que nos petits pays, en fait, au plan mondial, ne sont rien s'ils ne sont pas entourés, poussés, accompagnés par la plateforme européenne, par le projet européen de l'Union, mais aussi, il faut le dire, avec tous les pays qui ont choisi soit de ne pas nous rejoindre, soit de nous quitter récemment. Je crois qu'il y a un vrai sujet européen avant de voir les sujets nationaux ou locaux. Le sujet aujourd'hui qui est sur la table, et c'est mon rôle de vous en parler un petit peu, il y a sans doute quelque chose d'assez important qui est en train de se passer, non seulement sur le plan de la fiscalité, je parle bien de la réforme fiscale qui est aujourd'hui travaillée par l'OCDE, donc c'est une réforme mondiale, ça n'est pas qu'une réforme française ou européenne, va probablement bouleverser la façon dont les entreprises vont localiser leurs activités stratégiques, leurs sièges sociaux, leurs centres de recherche. Ça, c'est une réforme assez majeure. Elle ne suffit pas à décider de se localiser à un endroit. On y va d'abord parce qu'il y a des marchés, des compétences, parce qu'on y a aussi
de confiance, on gère les risques qui peuvent être des risques géopolitiques, mais cette fiscalité transformée qui va rapprocher en gros la fiscalité de la taille des marchés, c'est aussi probablement une manière de bouger un peu les cartes, de rebattre les cartes et de changer un peu les règles du jeu de la localisation qui avait été assez défavorable à la France, qui est un pays de fiscalité importante, par rapport à d'autres pays voisins d'ailleurs, très voisins, très proches, qui avaient choisi des fiscalités extrêmement basses, et donc de remettre un tout petit peu d'équilibre dans le système mondial, et notamment dans le système européen, ça va favoriser la France. C'est un enjeu évidemment économique et financier, parce qu'il est fiscal, mais c'est un enjeu géopolitique, parce que cet équilibre, il va participer aussi peut-être d'un tout petit peu plus d'harmonie au plan européen. D'accord, très, très intéressant. Alors justement, restons un petit peu sur la dimension internationale. Nous, on travaille beaucoup sur les questions d'influence. Vous êtes un expert des sujets d'attractivité. Aujourd'hui, la France bénéficie d'une certaine influence dans le monde. Elle a une présence économique, elle a une présence culturelle, elle a aussi une diaspora. Nous, on travaille beaucoup sur cette question. Plus de 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Alors moi, ce qui m'intéresserait aussi de savoir, c'est est-ce que une entreprise comme la vôtre s'est déjà intéressée à ce sujet de la diaspora, de la présence, que ce soit pour la France ou pour un autre pays, et comment on pourrait mieux mobiliser cette ressource finalement au service de l'attractivité de la France? Ah oui, toute entreprise mondiale que nous sommes, EY, dont un peu plus de 300 000 personnes dans le monde, la France est un pays qui compte énormément. Parce que la France est un pays de très grandes marques, de très grandes spécialités, d'influence. Mettre dans une entreprise à réseau comme EY, dans laquelle les Français ont des rôles de management assez éminents. On s'en occupe aussi évidemment à travers ce baromètre de l'attractivité. On ne le fait pas par hasard, on le fait parce qu'on pense que parler en France et avec des équipes françaises de l'attractivité de la France, le dire avec notre regard et notre franchise parfois, qui nous est sans doute à certains moments, quand les résultats sont moins bons, reprochés, ça fait bouger le débat, comme nous l'avons fait donc sur l'économie en général, comme nous l'avons fait sur la culture très récemment. Je vous invite à aussi regarder ou découvrir ce que nos équipes ont produit sur l'économie de la culture depuis des années. On l'a fait aussi sur l'économie du sport, sur l'économie de l'immobilier. On prend ce sujet et on essaie de l'agiter pour voir non pas s'il y a du génie français, parce que ça, je pense que c'est une recette dont il ne faut pas trop abuser. Il y a des génies allemands, italiens, coréens, américains, peut-être même britanniques. Et donc, attention à ne pas reposer ou faire reposer cette influence sur des lauriers qui sont très certes importants, la culture, le sport, l'architecture, les événements, le tourisme, évidemment. Mais sortir un peu du patrimoine. Donc, en fait, pour vous dire les choses, moi, je pense qu'il faut avec les initiatives comme la vôtre, on arrive à mieux instrumentaliser ou mobiliser, ça serait plutôt le bon verbe, mobiliser ceux d'entre nous, moi je l'ai été pendant une dizaine d'années, comme vous, sont dans des activités professionnelles à l'étranger. Mieux nous mobiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que prendre conscience que la France, elle a beaucoup changé. Et donc, aux 3 millions qui sont à l'extérieur des frontières, qui reviennent de temps en temps, qui parfois restent en contact, mais qui beaucoup, moi je l'ai vécu pendant 10 ans, sont parfois un peu éloignés de l'actualité, du quotidien. Je dirais pas que c'est là qu'on trouve le French bashing, mais on trouve un esprit un peu piquant sur la France. Mais la France, elle a changé. Donc, il faut qu'à ces 3 millions, ou au moins une grande partie d'entre eux, on explique comment la France a changé. Ils resteront conscients et ils ont raison des défauts, des handicaps, des lourdeurs, des complexités de la France, mais leur dire un peu de positif et informer donc la stratégie d'influence, ça commence probablement un peu au niveau central par envoyer les bonnes informations, les bons arguments, les bons éléments de langage, on dirait dans ce métier qui n'est pas le mien, qui est celui de l'influence. Je pense que ça, c'est très, très important et le faire notamment au travers des communautés professionnelles de salariés ou de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, d'investisseurs qui sont un peu partout dans le monde. Je pense, moi, personnellement, que la langue du business est une langue importante pour l'influence. Certes, la langue de l'art de vivre, de la culture, de la gastronomie est une langue absolument fondamentale. Et on n'est pas assez conscient des atouts, mais essayer de rentrer ou d'être beaucoup plus dans l'influence du 21e siècle avec l'innovation, la science, les réussites entrepreneuriales, je pense que ça serait
c'est là qu'on a des axes de progrès assez incroyables. Il y a des réussites en France, il y a des réussites de Français à l'international, des Français que nous réunissons d'ailleurs avec quelques-uns chaque année, une centaine de Français qui sont dans des postes de responsabilité mondiale dans des entreprises internationales. Il y a énormément de Français dans l'industrie pharmaceutique. Patron de Moderna est un Français, Bancel, qui a fait parler de lui ces derniers mois de manière absolument incroyable. Dans l'agroalimentaire, il y a des Français qui sont aux manettes de très belles entreprises. Il y a des entrepreneurs dans la Silicon Valley. En Asie, vous le savez, Vincent, il y a énormément de Français qui ont des réussites extraordinaires. Et puis, il y a des scientifiques, il y a des chercheurs. Donc, cette France-là, je veux dire, plus dans le business, dans la science, dans la technologie, dans l'entrepreneuriat, il faut lui donner les informations et puis il faut aussi lui donner envie de parler d'elle. Ça, c'est peut-être finalement assez difficile pour un Français de parler de soi comme on le fait aujourd'hui pour être influent en 2021 et a fortiori dans les années à venir. D'accord, merci. Dernière question. Vous avez déjà en partie répondu à cette question, mais il y a très souvent un débat avec ceux qu'on pourrait appeler, alors il paraît que le terme est péjoratif, mais les déclinologues. Mais justement, avec votre expérience, vous qui avez vécu une dizaine d'années à l'étranger, votre connaissance aussi des enjeux mondiaux, est-ce que vous partagez finalement les analyses de ceux qui anticipent l'inéluctable déclin de la France? Non, je pense que, je l'ai dit, il ne faut pas avoir une idée démesurée de la France, mais il ne faut pas avoir une idée rabaissée de la France. En tout cas, très modestement, donc de la France économique en tout cas, c'est vrai que notre rôle au XVIIIe et au XIXe siècle, notre rôle dans l'économie mondiale était absolument majeur. On faisait partie des 2-3 grandes puissances. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas parce que notre démographie fait que nous sommes devenus un pays qui compte encore énormément par son influence et un certain nombre de très belles réussites, grands groupes ou entrepreneurs individuels, mais plus dans les tailles, dans les quantités qui étaient les nôtres il y a encore quelques dizaines d'années et a fortiori il y a 200-300 ans. Donc c'est vrai que cette longue traîne de l'influence et de la prééminence de la France, elle reste un peu dans l'esprit, mais on n'en est plus là. Je pense que la question aujourd'hui, c'est de savoir que il y a énormément de potentiel en France, énormément de potentiel pour dire à quel point la France peut rester très importante dans le monde. Il faut juste choisir nos combats, nous faire confiance, choisir nos combats, faire confiance à notre capacité à les mener, être assez lucide sur le fait que la France a encore beaucoup de boulot pour se moderniser. Donc ça, il faut y travailler. On peut critiquer de l'extérieur, mais c'est mieux de participer de l'intérieur. Rénover l'action publique, c'est pas simplement un boulot d'énarque, c'est pas simplement le boulot de nos fonctionnaires et acteurs publics. Il faut probablement que nous, dirigeants d'entreprise, entrepreneurs, peut-être nos citoyens, fassent aussi un peu concours d'idées pour faire de l'action publique un peu différemment. Il faut sans doute rénover aussi le prix de la France. Je l'ai dit comme ça parce que c'est assez simple. Donc tout ça, ça participe une réforme de notre fiscalité, peut-être la manière dont on voit notre protection sociale, dont on entretient un certain nombre d'infrastructures publiques qu'il faut moderniser aussi. Il faut aujourd'hui peut-être revoir un peu la manière dont on fait la France, parce que la France, elle a un potentiel incroyable. Moi, j'en suis absolument persuadé. On le voit à peu près tous les jours. Mais elle n'a pas encore finalement exprimé non pas ce qui était son génie hier, mais ce qui peut-être sera son talent demain, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, son talent sur des domaines beaucoup plus sélectionnés, et puis le dire à l'international, le dire avec vous, Vincent, et avec tous ceux qui vous écoutent et qui participent des initiatives pour parler de la France positive, constructive et absolument pas déclinante. Merci beaucoup, Marc Lermé. Merci.